Bonjour à toutes et à tous. En Belgique, on est en période électorale en cette année 2024 et aujourd'hui, j'ai une personne exceptionnelle à mes côtés. Son frère et son entreprise ont été mes sponsors quand je boxais. Aujourd'hui, à mes côtés, Monsieur Mounir Larissi, troisième sur la liste à la région Bruxelles-Capitale, désengagé. Mounir Larissi, bonjour. Comment allez-vous ? Bonjour, merci pour l'invitation et je suis très heureux d'être là et content de te retrouver. Effectivement, ouais. En voulant t'inviter, j'ai parcouru un petit peu Messenger et j'ai vu qu'il y a quelques années, on a eu un échange justement sur des questions. Vous étiez venu avec Joël Milquet, Ahmed El Kanous et plein d'autres membres du CDH à l'époque, chez nous à la salle de sport. Et je m'intéressais énormément à la politique. Et je voulais savoir, j'avais plein de questions. Quand je me suis relu, j'ai un peu ri. Je me suis dit, j'étais un peu complotiste, un peu anticapitaliste, etc. Mais aujourd'hui, je m'intéresse énormément au programme justement Désengagé. Mais avant de rentrer dans ton programme, j'aimerais que tu te présentes à nous. Quel est ton parcours de vie ? Et ce que tu fais en plus de la politique, si jamais tu as une autre activité ? Donc, mon parcours de vie, j'étais à l'école à Jette. Je suis vraiment un Jettois de Jette. Et j'ai toujours vécu là. Donc, j'ai été au Collège Saint-Pierre et puis j'ai été à l'ULB. J'ai fait sciences politiques et c'est vraiment là que mon intérêt pour la politique a commencé concrètement, notamment dans les cercles étudiants. Ouais. Accessoirement, à côté de ça, j'avais une vie assez active, notamment sportive, un peu la boxe, mais aussi le futsal. Et donc, voilà, c'était un petit peu ce que je faisais en dehors de mes études en Sciences Po. Et puis, au fur et à mesure, je me suis engagé en politique jusqu'à devenir, en 2016, échevin à la commune de Jette. Et aujourd'hui, toujours échevin et officier d'état civil, mais aussi troisième candidat pour la liste Les Engagés, que je suis fier de représenter. Et je suis sûr qu'on aura un très bon retour des citoyens parce qu'on a fait un gros travail avec eux. Et je pense que ça se répercutera au niveau des votes le 9 juin. Et tu sais, chez les jeunes, il y a beaucoup cette question de oui, mais les politiciens, ils sont tous formés en sciences politiques. Est-ce qu'on peut dire que ta formation en sciences politiques, je connais un petit peu le domaine parce que je m'y suis intéressé quand je faisais mes études, est-ce qu'on peut dire que la science politique, l'option académique, est une bonne formation pour faire de la politique ? Moi, je conseillerais plutôt aux gens qui souhaitent faire de la politique de faire du droit. D'ailleurs, on a beaucoup plus de gens qui font du droit que des sciences politiques qui sont en politique aujourd'hui, des avocats notamment. Et donc, je dirais que le parcours le plus classique, c'est plutôt de faire du droit si on veut faire de la politique. Sciences politiques, c'est plus un intérêt pour la vie sociale, etc. Et donc, et le monde qui nous entoure. Et du coup, vu que à la base, quand j'ai terminé mes études de secondaire, je voulais partir 1 an à l'étranger. Parce que je ne savais pas très bien ce que je voulais faire comme études, où j'allais aller. Et du coup, j'ai été aux portes ouvertes à l'ULB. Je me suis retrouvé dans un cours de pensée politique. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et du coup, je me suis engagé en sciences politiques et finalement, je n'ai pas fait mon année à l'étranger. Je l'ai fait après. J'ai eu l'occasion de vivre 1 an à Rome, 1 an au Canada. Mais voilà, je l'ai plutôt fait après mes études et je suis très heureux d'avoir fait ces études-là. Après, j'ai eu la chance de faire aussi d'autres formations. Ça, c'est pas limité au parcours de sciences politiques. Et voilà, et je me suis retrouvé à la fin des études, pas du tout en politique. Je faisais de la politique de manière bénévole, militante, etc. Mais j'ai travaillé dans la société familiale avec mon père, que je connais, vu qu'on a sponsorisé à l'époque votre club de boxe. Et donc, je me suis engagé là et c'était une expérience humaine incroyable, familiale aussi incroyable, parce que voilà, c'est le domaine du nettoyage. Il faut savoir que le domaine du nettoyage à Bruxelles, c'est 200 000 emplois directs ou indirects, que ce soit les fournisseurs, etc. Donc, ça touche au fait tout le monde. Et donc, c'était vraiment intéressant de voir, de travailler dans ce milieu-là qui passionne mon père et qui me passionne aussi également aujourd'hui. Ouais. Je me souviens, tu as fait une aparté en parlant de l'entreprise familiale. Je me souviens que quand à l'époque, tu as été élu échevin à Jette et qu'on était venu avec les jeunes du club. Conseil communal. Voilà, on était venu au conseil communal pour voir justement ton serment. Et on s'était tous dit, dans une famille d'entrepreneurs, c'est particulier de voir qu'il y en a un qui s'engage en politique. Oui, parce que quand on discutait avec ton frère Soufiane, etc., on se dit...
il avait une forte admiration pour ton parcours, notamment en politique. Et on se disait, pour une fois, c'est quelqu'un qui nous ressemble, qui est échevin. Est-ce que tu as beaucoup de retours de la part des jeunes depuis que tu es échevin? Oui, à Jette, effectivement. Tu le sais, je suis le premier échevin issu de l'immigration à Jette. C'était en 2016, donc je l'ai souligné d'ailleurs dans mon discours. Et c'est arrivé un peu tard, mais c'est pas grave. Le mouvement est en place maintenant et les choses se font naturellement. Et on a une grande équipe à Jette. Enfin, je prends vraiment du plaisir à travailler avec Jette. Et je pense pas qu'on me voit comme le candidat issu de l'immigration, mais on me voit vraiment comme échevin et officier d'état civil. Et quand on m'interroge, c'est plutôt par rapport aux compétences que j'ai au niveau de mon échevinat. Donc c'est aussi un travail de faire ça. En fait, il faut traiter tout le monde de la même manière. Et à ce moment-là, on te verra au fait comme tout le monde. Donc c'est vraiment un travail dans les deux sens. Mais c'est vrai, pourquoi je suis un peu sorti de l'entrepreneuriat pour me lancer en politique, c'est parce que ça donne du sens à ma vie. C'est vrai qu'on fait la politique pour les autres, mais je le fais aussi un peu pour moi, parce que quand je me réveille le matin, j'ai la pêche, le fait de pouvoir influencer les choses positivement, en tout cas en accord avec ses principes et ses valeurs, pour moi, ça m'apporte beaucoup. Et se dire qu'on peut, dans le parcours d'une vie, aider des gens et peut-être influencer un moment ou faciliter plutôt leur parcours et amener quelque chose de positif là-dedans, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire et qu'on trouve en politique. J'aurais pu m'engager dans l'associatif, etc., comme j'imagine beaucoup de gens dans ton entourage le font. Mais je me suis dit, à un moment, on retourne quand même vers le politique. Exactement, oui. J'ai préféré aller, on va dire, à la source et m'engager là pour toutes ces raisons-là qui donnent du sens aussi à ma vie. Et c'est quoi ces valeurs en lesquelles croient les engagés? Parce que tu t'es engagé très jeune, tu disais au CDH à l'époque. Oui, au fait, pour moi, c'est le parti de la nuance, c'est l'équilibre. Je pense, j'essaye en tout cas d'être équilibré dans mes décisions, dans mes choix, dans ma vie. Et les engagés, ils le portent politiquement, cet équilibre, cette nuance, parce qu'aujourd'hui, dans un monde où les extrêmes n'arrêtent pas de se taper dessus et finalement de diviser la société, je trouve qu'avoir un parti qui apporte de la nuance, qui essaye de rassembler, qui essaye de mettre les gens ensemble et les idées ensemble et de ne pas être dans l'exclusion d'une idée, mais plutôt dans l'inclusion et la réflexion de cette idée pour en faire société, je trouve que c'est un vrai projet politique. Et puis, ce sont aussi des valeurs humanistes qui mettent l'être humain au centre. Et pour moi, c'est fondamental en politique. Oui, bien sûr. Moi, je pense que quand j'étais plus jeune, il y avait un genre de contradiction. Moi, j'étais humaniste, mais j'avais du mal avec le CDH. Okay. Je me disais, il y a quelque chose qui me manque, parce qu'ils ne sont ni à gauche ni à droite, ils sont au centre. Et je ne comprenais pas ce qu'était le centre, parce qu'on m'avait appris à l'école ce qu'était la gauche, on m'avait appris ce qu'était la droite, mais le centre, on ne nous l'a jamais expliqué. Est-ce que tu peux peut-être l'expliquer, parce que tu viens de le faire, mais de le faire peut-être de façon plus simple. Je vous conseille un bouquin qui est de Roberto Bobbio, qui s'appelle La gauche et la droite, et qui parle de ça, de la diade gauche-droite. D'ailleurs, on le voit dans les parlements où c'est un hémicycle et on voit bien les gens placés à droite et à gauche. Il y a des gens au centre aussi. Exactement. Et donc, si tu veux, au fait, la gauche et la droite, c'est un concept. C'est un concept sociétal, ça se base en général sur le socio-économique, donc sur quelques critères, etc. Et sur ça, on peut plus ou moins expliquer qui est de gauche ou de droite. Le centre, il veut sortir de cette diade gauche-droite et il préfère se dire, demain, pour faire société, on a besoin de bonnes idées. Il y en a à gauche, il y en a à droite. Pourquoi ne pas les prendre et faire société? Et c'est ça un peu notre programme, c'est de se dire, et en plus notre programme, parce que maintenant c'est les engagés, donc c'est plus la CDH, et c'est un nouveau mouvement, vraiment, il y a eu un manifeste, il y a un nouveau travail, donc c'est un nouveau mouvement politique qui est né en Belgique il y a 2 ans, et sur lequel on a fait tout ce travail-là, par rapport aussi au contexte actuel. Parce que le contexte actuel, ce n'est pas celui d'il y a 10, 20 ou 30 ans. On a des nouvelles crises sanitaires, climatiques, sociales qui arrivent et énergétiques qui arrivent
en pleine face et auxquels on doit réagir. Et aujourd'hui, notre programme, il est construit par rapport au contexte dans lequel on vit. Et on ne s'est pas basé en se disant on doit être de gauche ou on doit être de droite. On s'est plutôt dit quels sont, par rapport à la société dans laquelle on vit, à la situation socio-économique dans laquelle on est, les meilleurs outils pour faire société ensemble et vivre mieux demain pour les générations futures. Et donc, c'est sur ça qu'on a basé notre programme. Alors, il y en a qui diront sur les aspects sociaux et tout, on est peut-être plus à gauche. Sur les aspects économiques, fiscaux, on est peut-être plus à droite du centre. Mais au final, c'est vraiment un parti centriste. D'ailleurs, la RTBF a récemment sorti un peu une ligne avec les partis centre, gauche, etc. Et on est bien au centre du centre. Donc voilà, et je trouve que c'est une bonne chose et je pense qu'en Belgique, on en a besoin. On a besoin de cette stabilité-là. On a besoin de refaire société ensemble et de trouver du consensus. Et je pense que les engagés aussi, c'est ça leur envie. C'est qu'on travaille tous de manière constructive pour la société de demain sans opposer personne. Ouais. Tu as utilisé un terme que je voulais utiliser après ton argumentaire. C'était le consensus. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes le parti du consensus? Mais en fait, tu y as répondu. Oui, on est le parti de l'équilibre et du bon sens, je pense. Et voilà. Et je pense qu'on est la seule réponse crédible face aux extrêmes aujourd'hui. Et donc, oui, effectivement, on cherche le consensus. Mais le consensus, c'est pas être mou. Hein. Qu'on soit bien d'accord, on peut avoir des consensus forts avec des réformes fortes et des valeurs fortes. Parce que si vous regardez notre programme, si vous regardez notre manifeste, on a vraiment une racine très forte, centriste et engagée. Donc, je veux dire, on n'est pas la multiplication des idées des autres. On a vraiment nos propres idées et qui sont très bien inscrites. D'ailleurs, j'ai ramené avec moi les 111 propositions, je vous les laisserai. Et vous verrez que, voilà, on a vraiment... on n'est pas... un parti qui est composé de plusieurs partis, si vous voulez. On a vraiment un mouvement du centre, engagé, avec des idées fortes, mais qui recherche l'équilibre, la nuance et le bon sens. Et en parlant de bon sens, j'ai remarqué que j'ai vu, je crois que c'était la RTBF qui partageait ça récemment, la photo des présidents de partis, tous des hommes. Oui. Et chez vous, j'ai contacté une dame en même temps que toi, donc toi tu es 3e sur la liste à la région, Madame Sophia Benani. Tout à fait. Qui est également échevine. Est-ce qu'on peut dire que les engagés aujourd'hui, c'est le parti qui compte le plus de jeunes politiciens et qui représente le mieux la société? Très clairement, on l'a vu dans notre congrès bruxellois, on est en termes de moyenne d'âge la plus jeune formation politique qui présentera leurs candidats ici à la région, mais aussi au fédéral et à l'Europe. Et voilà, c'est aussi ça le message d'avenir, c'est de laisser la place aux jeunes et de se dire, les jeunes, ils savent s'exprimer eux-mêmes, donc qu'ils prennent leur place. Et c'est complètement le cas aujourd'hui sur nos listes où 65% de la liste, ce sont aussi des nouveaux candidats, des gens de la société civile, etc., pour qui c'est leur première campagne. Et donc, c'est aussi ça, les engager. Et si tu avais 2 ou 3 propositions justement pour les jeunes, qui sont des propositions les engagés, ce seraient lesquelles que tu voudrais mettre en avant, bien évidemment? Oui, disons que au niveau des jeunes, il y a l'aspect santé qui est très important aujourd'hui au sein des engagés, qui est une de nos priorités. Et je pense que sur tous ces aspects-là, mais santé au sens large, donc c'est aussi la prévention de la santé, la pratique du sport, etc., sont des propositions qui sont assez transversales dans notre programme. Donc la santé aujourd'hui, nous on le porte à travers toutes les dynamiques sociétales, ce soit, si on travaille sur l'environnement, l'aspect santé, qualité de l'air sera comprise, sur l'aspect emploi, la santé au travail sera comprise, le bien-être des jeunes aussi au travail, parce que je pense que c'est aussi quelque chose de très important aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui, évidemment, il y a la recherche d'un bon salaire, d'être bien, d'avoir un bon logement, etc. Mais aussi la qualité, le bien-être à prendre de plus en plus de place et trouver ce qu'on aime faire. Et je pense que là-dessus, les jeunes peuvent se retrouver complètement dans notre programme. Et au niveau de la santé mentale, parce que ça a été un vrai défi pour toutes les sociétés à travers le monde, notamment en période de Covid avec le confinement et la quarantaine,
Est-ce que vous avez des propositions intéressantes à ce sujet? Oui, oui. D'ailleurs, on a même tout un chapitre sur la santé mentale. C'est ce que je vous disais, quand ça doit être inscrit de manière transversale, les aspects santé mentale sont inscrits de manière transversale. Quand on parle, par exemple, du fait pour les travailleurs d'avoir la possibilité de démissionner, mais de continuer à toucher pendant 52 semaines, le temps de rebondir, c'est aussi quelque chose de très important, parce qu'à un moment dans un parcours de vie, on peut se dire après 5 ans ou 10 ans quelque part que ça ne nous convient pas et être bloqué pour des raisons financières, que ce soit la famille ou si même on est seul, le logement et se nourrir. Et donc, on ne veut pas que ça empêche la personne de pouvoir s'épanouir. Et donc, ça fait partie des propositions, cette possibilité de rebond dans la vie, dans notre programme qui est très clairement inscrit. C'est intéressant parce que j'ai d'anciens collègues qui ont fait un burn-out et qui ont démissionné, qui se sont retrouvés justement sanctionnés de 52 semaines parce qu'ils avaient démissionné de leur plein gré. Avec les engagés, ça ne sera plus le cas. C'est hyper intéressant ça. Et au niveau scolaire, au niveau de l'école, parce que tu en as parlé excuse-moi de te tutoyer, non, mais je suis plus à l'aise avec ça. Franchement, vas-y. Tu en je parlais peux aussi, du coup. Bien sûr. Ça. Tu en as parlé en début d'épisode. Tu disais qu'après la secondaire, il y a eu cette phase où ça a été compliqué de savoir ce que je vais faire. Est-ce que je vais prendre une année sabbatique ou pas? Beaucoup de jeunes sont encore confrontés à l'échec académique, notamment en première année. Est-ce que vous avez des propositions à ce sujet? Oui, mais je pense qu'il faut regarder même avant ça. Je veux dire, on n'attend pas de sortir du secondaire pour savoir ce qu'on va faire dans la vie. Moi, je me souviens, en 2014, j'avais fait des interviews sur l'emploi des jeunes et j'étais passé dans des écoles secondaires. Et les gens terminaient leur 5-6 et on voyait de grosses différences entre les écoles. J'ai été à Gatti de Gamon. Ouais. Quand j'ai demandé qu'est-ce que vous voulez faire, silence. Plus tard, ça m'avait même choqué. Le silence dans la classe, alors que c'était des gens qui terminaient dans 2 mois la 6e secondaire. Donc, il n'y avait vraiment aucune réponse. Une ou 2 élèves ont répondu « Moi, je vais peut-être faire les langues ». Et un autre a répondu « J'ai peut-être un poste de manager chez McDo ». C'était un peu ça, les réponses que j'ai reçues en retour. Et du coup, c'était intéressant aussi pour les professeurs parce qu'ils ont amené cette réflexion-là pendant les 2 derniers mois pour s'assurer que les élèves sachent un peu où ils vont. Mais clairement, on sentait que la question financière était très importante, prépondérante dans leur réflexion. Ça veut dire, c'est surtout comment je vais gagner ma vie en sortant de 6e secondaire. Alors que j'ai été à l'école du Bois Sauvage, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est à Montgomery, qui est une école privée assez chère. Et là, quand j'ai demandé aux élèves ce qu'ils voulaient faire, ils m'ont tous répondu comme tout le monde. Et je dis, c'est quoi comme tout le monde? Et j'ai fait ça dans la même journée, donc c'était marrant. Et ils m'ont répondu, je vais aller à l'UNIF, je vais travailler après dans la boîte de mon père, chez Google, etc. Et donc, c'est surtout ça qu'il faut. Je ne dis pas qu'il faut... en tout cas, ce qu'il faut, c'est une société où ces inégalités ne soient pas aussi énormes. Et c'est vrai aussi au niveau scolaire. Il faut de la mixité. Il faut faire société ensemble. Et c'est ça notre message chez nous, les engagés, c'est de se dire, c'est pas normal que dans un Bruxelles où on vit tous ensemble, il y ait ces inégalités qui se reproduisent de génération en génération. Et quelque part, c'est un combat pour la justice sociale. Et c'est vraiment ça qui m'a animé au début dans mon engagement politique. C'est de dire, on a tous le droit de pouvoir faire la même chose à un moment donné de sa vie. Et j'ai eu des gros débats avec mon père, qui me disait, mais laisse la politique pour les autres, etc. C'est pas pour nous, entre guillemets. Et je n'étais pas d'accord, ça me révoltait. Et c'est pour ça, c'est aussi pour prouver le contraire à mon père. Parfois, ça part de ça, de me dire non, si c'est pour les autres, c'est pour nous aussi. On est des êtres humains comme tout le monde et on a tous droit à avoir une chance de faire ce qu'on aime. Et donc, c'est un peu ça le message. Peu importe. On pourra aller plus en profondeur. Je pourrais vous expliquer le programme de A à Z. Mais ce qui est important pour moi de vous laisser comme message aujourd'hui, c'est de vous dire ce qui anime notre travail aux engagés, quand on travaille sur l'enseignement, etc., c'est vraiment de se dire tout le monde a le droit d'arriver au bout de ses études
à essayer de pouvoir faire le choix qu'il a envie et pas reproduire les schémas de génération en génération parce qu'au fait, on est mal né. Et c'est ça qui, moi en tout cas, je ne peux pas accepter. Et dans mon mouvement, je sais qu'on se bat pour justement faire société ensemble. Et ça va aussi pour l'enseignement. Et j'ai une question parce que tu as très bien résumé le programme. Tu as dit quelque chose qui était intéressant pour moi, c'est moi aussi j'ai mes parents qui très jeunes m'ont dit ça ne sert à rien de t'intéresser à la politique, c'est pas pour nous. Comment est-ce que tu fais pour justement intéresser des jeunes à s'intéresser au programme des engagés? Là récemment j'ai voulu lire le programme du PS pour préparer une émission. 1200 pages. Voilà, 1200 pages. Mais je pense ça m'a pris 2 semaines. Ouais, je pense pas que les gens... vous êtes une des rares personnes, je pense, qui va s'amuser à lire les programmes parce que les programmes sont là pour expliquer à la société ce qu'on va défendre au cours de la législature et pourquoi on se présente tous. Mais par exemple, vous allez peut-être vous intéresser sur la partie santé dans le programme, d'autres vont s'intéresser sur la partie jeunesse, d'autres vont... Donc voilà, chacun a un peu ces choses sur lesquelles ils vont se dire, moi je me retrouve bien là-dedans, ou vous travaillez dans une assoce, vous allez plutôt regarder ce qui se passe dans le programme au niveau des associations, ou vous êtes plutôt dans l'environnement ou dans le climat et vous êtes sensible à ces thématiques-là et vous allez regarder comment nous, les engagés, on traduit ça dans le programme. Donc je ne suis pas sûr que tout le monde lit tout le programme, mais par contre je pense que les gens s'intéressent à des parties du programme qui, à mon avis, vont leur donner envie de s'y intéresser un peu plus ou pas. Et donc, voilà, je pense que ce qui est important quand on se présente vers le citoyen, c'est d'être honnête dans ses principes et ses valeurs et ce qu'on va défendre. Parce qu'au final, qu'est-ce que vous nous donnez demain après les élections? C'est un vote de confiance. C'est de dire, j'ai confiance en ce mouvement, j'ai confiance en ces gens-là dans ce mouvement pour porter les valeurs que moi je porte et que j'ai envie qu'ils soient portés pendant les 5 prochaines années. Donc c'est aussi ça beaucoup la réflexion chez beaucoup de Bruxellois et je pense qu'elle est bonne quand bien même on ne connaît pas toutes les pages du programme. Bien sûr, oui. Et il y a un autre challenge qui est lié à la mondialisation à Internet, c'est qu'en tant que Belge francophone, on connaît tout sur la politique française. Qu'est-ce qui fait qu'on perce cet intérêt pour la politique belge? Comment se fait-il que tout le monde connaît tous les partis en France, le fonctionnement de l'Assemblée nationale, et pas celui du Parlement bruxellois, par exemple, on ne connaît pas le fonctionnement du collège du bourgmestre des Échevins, du conseil communal, etc. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaît la politique française. Toi, tu es peut-être plus passionné que les autres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Belgique est complexe. Qu'il faudra probablement la simplifier. C'est d'ailleurs dans notre programme, on demande un ministre de la Santé. Voilà. Et ça serait plus simple pour tout le monde et je pense plus pertinent pour le fonctionnement de l'État. Mais en tout cas, ce qui est important dans la réflexion du fonctionnement de la Belgique, etc., c'est que ce soit efficace et efficient. Et je pense qu'on a beaucoup de bonnes choses dans notre pays, que d'autres pays dans le monde nous envient. Ce n'est pas pour rien que les États-Unis, par exemple, sont venus à un moment, à l'époque de Barack Obama, se renseigner sur notre système de santé, comment ça fonctionnait, etc. Donc je pense pas qu'on doit... en Belgique, on a l'habitude de se critiquer en permanence, alors qu'on a beaucoup d'atouts et beaucoup de qualités et de talents. Et notre système politique, quand bien même il est complexe, n'est pas non plus mauvais pour autant. Il faut juste probablement le simplifier, trouver des gestions plus efficaces, plus efficientes pour le citoyen aussi, qui peut se repérer même au niveau local, je peux comprendre. Et puis, il faudra vous parler du numérique, parce que vous m'avez parlé d'Internet. Il faudra avancer aussi avec le numérique, mais sans laisser les gens sur le côté. Et donc, ceux qui sont un peu hors du numérique, et ce n'est pas seulement les personnes âgées, ça peut aussi être des personnes qui parlent peut-être pas bien spécialement la langue, alors qu'on est Bruxelles, la ville la plus cosmopolite du monde après Dubaï. Et donc, on a aussi cette responsabilité-là d'accompagner tout le monde, quand bien même demain, on devrait simplifier le système politique en Belgique. Et tu as aussi parlé du vote avec le cœur. On m'a toujours dit, et ça c'est quelque chose qu'un éducateur dans une association m'a dit un jour, tu sais, quand les élections approchent,
quand il s'agit des élections régionales et fédérales, il faut voter pour un grand parti. Et quand ce sont les élections communales, il faut voter pour une personne que tu apprécies. Est-ce que ce raisonnement est intéressant ou il y a un problème avec ce raisonnement ? Oui, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le raisonnement. C'est-à-dire que, en tout cas, je peux comprendre le fond de la pensée, si c'est ça. C'est-à-dire qu'au niveau local, on est dans des élections de proximité. On connaît ceux qui se présentent et on connaît ceux qui vont voter, vu qu'on vit dans le lieu dans lequel on se présente en permanence. Et donc, il y a une proximité beaucoup plus grande que quand on se présente au niveau fédéral, européen ou régional. Donc ça, c'est clair. Donc, vu la proximité, on a tendance aux élections locales à plus voter pour des personnes qui sont dans un mouvement ou dans un parti. Dans mon cas, c'est la liste du bourgmestre en gros, c'est la liste les engagés plus des indépendants qui ont un intérêt pour la commune. Et donc, c'est vrai qu'on va plus vivre ça au niveau local. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est de se dire on va juste voter pour un grand parti au niveau régional, fédéral ou européen. Ça n'a pas de sens. On vote pour des valeurs, des idées. Et donc, c'est vrai qu'on va peut-être moins voter pour des personnes au niveau fédéral, européen ou régional, et on va plus voter pour un mouvement politique. Donc, et c'est très bien, en se disant, moi, je suis plus proche de tel ou tel parti ou mouvement politique. Donc voilà, je me sens plus à gauche, je me sens plus à droite, je me sens plus au centre, et voilà. Et de là, je peux comprendre que le vote, il est moins personnel, il est moins sur des personnes, même si on voit quand même que certains partis font le pari des personnes, même au niveau régional, fédéral et européen, parfois plus même que mettre en avant les valeurs et les idées du mouvement. Donc voilà, c'est pas notre cas. On a l'humilité de le dire. Nous, on est un collectif. On a, comme je vous ai dit, 65% de la liste qui sont des nouveaux candidats. Et le reste est assez jeune. Hein. Quand je vous dis les premiers candidats, les 3-4 premiers candidats ont moins de 40 ans sur notre liste. Ouais, c'est énorme. Donc, c'est aussi un message d'avenir qu'on a envie de porter et une confiance de notre président, Maxime Prévost, qui dit moi, je vais faire confiance à la prochaine génération et je suis sûr qu'ils vont réussir à porter nos valeurs et nos idées sur le terrain bruxellois avec tout un groupe, toute une équipe. Et c'est vraiment le pari qu'on fait aujourd'hui. Et je pense que, vu les derniers sondages, ça a tendance à plutôt bien réagir au niveau public parce qu'ils voient qu'il y a un investissement et un engagement sincère et honnête de la part de nos candidats. Et donc, je pense que ça se traduira le 9 juin. Je te souhaite toute la réussite du monde pour les élections à venir. Une dernière question, et là c'est vraiment sur ta fonction actuelle. Tu disais que tu es échevin et officier d'état civil. Qu'est-ce que c'est concrètement pour ceux qui ne connaissent pas ces deux fonctions ? Officier d'état civil, c'est quelque chose d'assez formel. C'est en gros la personne qui va marier tous les couples sur la commune. Donc, d'ailleurs, j'ai un mariage à 14h que je vais célébrer aujourd'hui. Et donc, il y a aussi la responsabilité au niveau des cimetières. Donc, c'est aussi ces questions-là. Il y a les naissances, il y a les passeports, cartes d'identité, etc. Mais là, on va dire que c'est plus l'administration qui gère et je valide ou s'il y a des décisions à prendre à des moments précis ou des enquêtes, effectivement, je suis présent à un moment du processus. Mais en dehors de ça, échevin, c'est aussi beaucoup l'élu qui fait la fonction. Donc, il y en a qui sont présents un petit peu, il y en a qui sont beaucoup présents, parfois trop, on me dira dans mon cas. Mais donc, ça dépend aussi des compétences qu'on a et de ce qu'on fait avec ces compétences. Moi, j'ai la chance d'avoir la culture, les seniors, la jeunesse, les affaires bicommunautaires, les bibliothèques, les académies, le centre culturel. Et j'ai aussi la propreté publique, j'ai l'environnement, j'ai le bien-être animal. Donc, je ne chôme pas. De la charge de travail. C'est ça, voilà. Mais en même temps, on est aussi appuyé avec une administration qui est vraiment efficace, dynamique et qui répond aussi beaucoup aux demandes des citoyens. Donc, si vous voulez, on essaye de donner les directions à suivre par rapport à ce qu'on a porté aux élections avec notre mouvement.
et le traduire pendant les 6 ans où les gens nous ont donné confiance. Donc en propreté publique, c'est déjà répondre aux plaintes, Ouais. c'est déjà essayer de trouver des solutions à la saleté sur la commune et à Bruxelles. Et donc c'est aussi pour ça que je me présente à la région, c'est parce que j'ai envie d'un Bruxelles plus propre, parce qu'on a bien vu dans les 5 dernières années qu'il y avait de gros problèmes à ce niveau-là. Et donc ça fait partir des Bruxellois, ça fait partir aussi des touristes qui viennent à Bruxelles et qui ont une image un peu salie de notre Bruxelles. Et ça entretient l'insécurité aussi. Exactement. Et ça apporte aussi au bien-être et à la qualité de vie sur le territoire. Donc c'est vraiment une priorité pour moi de travailler sur ces questions-là. Et alors la culture, c'est vraiment quelque chose de très agréable au niveau communal parce que on développe toute une série de choses grâce à la culture et surtout on crée du lien. Et donc la culture, c'est un outil formidable pour créer du lien entre les gens, sortir les gens de l'isolement, créer du lien entre les cultures. Donc c'est super. Et donc ça, c'est clairement aussi un atout clé que j'espère pouvoir amener aussi au niveau régional si demain les Bruxellois me font confiance. Donc si demain tu es élu à la région, on te retrouvera probablement dans l'une de ces tâches. Exactement. Oui, clairement. Si je fais campagne aussi là-dessus et que ça fait partie de mes priorités, j'imagine que mon mouvement me mettra dans des commissions qui sont liées à ces questions-là et des responsabilités qui sont liées à ces questions-là. Écoute Mounir, je te remercie pour cette explication, cet échange, c'était hyper intéressant. J'espère que les personnes qui auront vu cet épisode pourront en profiter. N'hésitez pas à interagir avec nous en commentaire, à liker cette vidéo et à la partager et surtout à vous renseigner sur le programme des engagés. On vous mettra le lien en description. Mounir, un très grand merci à toi. Merci à toi. Et au plaisir.